l'EAC ne faisait pas un travail total. Et le président Félix Tshisekedi avait dit jusqu'au mois de juin, nous allons évaluer. Si on ne trouve pas... Est-ce qu'il y a évaluation? Exactement. Si nous ne trouvons pas... Vous pensez qu'un gouvernement responsable comme le nôtre peut accorder une prorogation bêtement comme ça à l'EAC? Non. Je pense Attendez, donc il y a eu redéfinition de la mission? Oui, il y a eu redéfinition. Avant, ce n'était pas le cas? Non. Au fait, théoriquement, c'était une mission qui était offensive. Mais pratiquement, vous avez vu sur le terrain. Non, ça veut dire qu'ils ont, ils ont revisité leur exemple. Si nous partons dans la dynamique de la prorogation, cela signifierait qu'il y a une sorte de redéfinition, il y a une touche qualitative qui a été posée là. Et je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes partis. Quand on évalue, d'après vous... Non, il y a une évaluation. Quand on évalue pour reconduire, il faut tenir compte des résultats. Il y a une évaluation. Lorsqu'on évalue, on voit les pour et les contre. Pour et les contre, c'est à nous d'apprécier maintenant au gouvernement congolais, de voir, excusez-moi pour la tautologie, de voir que voilà, les raisons qu'ils ont avancées, telles, et nous pouvons encore proroger ou nous ne pouvons pas proroger, en attendant que nous pouvons prendre une certaine ligne ou une certaine alternative. Mais je rappelle le propos de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a dit que l'EAC était en train de pactiser sur le terrain avec les M23. Et ça, on appelle ça de la traîtrise. Alors, je voudrais que M. Maélé m'explique comment est-ce qu'on reconduit le mandat des personnes qui sont accusées de traîtrise. Non pas par moi. Si c'est moi qui prolonge le mandat, ça serait une autre chose. Mais la même personne qui a accusé ces personnes de traîtrise veut revoir en leur donnant, vous avez dit, une touche qualitative. Mais M. Maélé, je ne sais pas où est-ce que vous avez dormi aujourd'hui parce que vous racontez des choses qui vont dans tous les sens. La réalité ici est que, vous savez, la grandeur, c'est savoir dire que nous avons échoué. Qui gouverne, qui gère le Rutshuru, qui gère le Massissi? C'est quand même problématique parce que vous avez suivi le dernier communiqué qui disait que les M23 étaient en train de se réorganiser pour attaquer la ville de Goma. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que nous avons réduit l'armée congolaise à simplement à faire des déclarations, des communiqués? Où est notre armée? La seule chose que vous avez fait, c'est pleurnicher à gauche et à droite. Et maintenant, on doit encore attendre la SADC pour les mêmes questions. Je rappelle ici qu'il y a la MONUSCO. Je rappelle ici qu'il y a les zones de défense et de sécurité. Je rappelle qu'il y a l'armée congolaise. Je rappelle qu'il y a l'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Je rappelle qu'il y a l'EAC. Et maintenant, vous allez rajouter la SADC. Ça fait un tohu-bohu indigeste, sans dire qu'il y a entre 19 et 23 généraux qui sont dans cette zone. Monsieur Maélé, il faut vous rendre à l'évidence. Vous avez simplement échoué et il faut trouver des solutions. Il faut que des personnes adéquates, habilitées à trouver des solutions, puissent trouver des solutions. Mais je pense que si M. Tshisekedi doit partir au nom de quelque chose. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui ne s'était pas une constitution. Certes qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans certains articles, mais la constitution nous dit quand il n'y a pas organisation des élections, qu'est-ce que le pays doit devenir? La Constitution parle. Là, vous évoquez l'article 70. La Constitution a parlé. Certes que cet article 70 a une zone d'ambiguïté, mais cet article... au nom de quoi? Ça me rappelle Lambert Mende. Non, au nom de quoi? Non, vous savez... Que M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité à la suite d'une transition. Il est arrivé avec le hold-up électoral, mais c'est la suite d'une transition. Parce que les élections devraient avoir lieu en 2016. Comment on a fait pour ne pas avoir les élections en 2016, mais simplement en 2018? Ce n'est pas à cause de votre fameuse interprétation de la loi que vous n'avez pas non plus compris, mais c'est la suite du dialogue de la CENCO qui a permis d'ouvrir cette transition et d'aboutir à des élections en 2018. Et pour revenir à l'article que vous évoquez de la Constitution, l'article est clair. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. On dit bien installation, on ne dit pas jusqu'à l'élection d'un nouveau président. C'est-à-dire que cet article ne peut être activé que si préalablement il y a eu élection. Tant qu'il n'y a pas eu élection, on ne peut pas avoir cet article s'activer parce qu'il n'y a pas de président qui soit élu. Donc je pense qu'il y a des... Il y a une nuance, hein? Mais il y a une nuance importante, simple et élémentaire. Il ne faut pas avoir 3 têtes et 5 diplômes pour le comprendre. Parce qu'il dit très clairement qu'il faut... Ensuite, il va négocier la fin. Reste en fonction jusqu'à l'installation. Pour installer, il faut avoir précédemment été élu et ensuite être installé. Donc même l'article qu'ils évoquent, ils ont mal compris, ou alors qu'ils évoquent, à dessein pour justifier l'injustice. Bon début de week-end. À vous qui êtes branchés, on se retrouve encore pour ce nouveau Nice Press, amis fidèles téléspectateurs. Très heureux
d'être des vôtres ce matin. Sur ces plateaux, je suis au milieu du drapeau de notre pays. La majorité présidentielle est représentée par l'entremise de M. Joe Mayele, l'opposition, les CID, la MOCA, comme vous savez, M. Yves Badjogo, et avec nous, ensemble, nous allons vous parler République, nous allons vous parler Nation. Après l'adoption, je l'ai dit, la réception ou encore juger recevable cette proposition de loi à répartition des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. Adolphe Mouzito publie sa tribune, la 30e tribune, qui parle du piège de réforme sur les pièges de réforme sur l'union sacrée. Nous allons vous en dire plus. Nous parlerons également de cette prorogation du mandat de force de l'EAC qui continue à faire couler encre et salive. Et dans le même mois que nous sommes, le mois de juin, nous attendons l'arrivée de la force de SADC qui sera sur place à l'est du pays, bien sûr, pour parler paix, pour traquer, s'il fallait dire, le malfrat ou carrément le M23. Les sécurités ici à Kinshasa, eh bien, nous allons vous parler de ça, non pas seulement Kinshasa, mais un peu partout. Je l'ai dit d'ailleurs, en rapport avec cette prorogation de l'EAC. Donc, toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Je m'en vais saluer mes invités, en commençant par M. Yves Badjogo de l'ECID, de la MOCA. Merci d'être là et bon début de week-end à vous. Merci, je vous remercie pour l'invitation. Je salue tous les Congolais qui nous suivent de partout, surtout les Congolais de la résistance, non pas de l'opposition. Voilà, la plus grande information, c'est que ce 17, nous avons un grand meeting à la place Sainte-Thérèse, à Ndjili, avec les amis, avec les 4 leaders, notamment signataires de la déclaration de Lubumbashi. Et ce 21 qui va suivre, nous aurons une grande marche qui partira de la Tchango, de Massina quartier 3, pour déboucher vers la première rue limitée. Mais hier, c'était un vide devant la CENI, donc les sit-ins n'avaient pas eu lieu. Oui, effectivement, les sit-ins n'ont pas eu lieu compte tenu de l'évolution de l'actualité avec l'arrestation de notre frère Salomon, conseil spécial de Moïse Katumbi, oui. Voilà, donc l'actualité a évolué très rapidement, que nous avons jugé bon de nous concentrer sur le meeting à venir et éventuellement aussi d'autres actions en fonction des partis politiques respectifs que nous pourrons organiser. Mais le grand événement, le grand point d'ordre, ce sera le meeting à Sainte-Thérèse et le 21, la marche qui partira de Tchango jusqu'à la première rue. Nous aurons évoqué la question. Joe Mayele, merci d'être là. Bon vendredi à vous. Merci. Vous êtes l'union sacrée. Exactement, nous l'assumons, nous portons cette casquette. Alors, je pense que je vais saluer mon co-débatteur, saluer les Congolais qui nous suivent de partout, et puis saluer ma famille politique, la Force populaire des démocrates. Par là, je vais aussi lancer un message, parce que nous aussi, c'est 17 juin, nous avons notre sortie officielle au terrain municipal de Massina. Je profite aussi. Franchement, même date. Ah ben oui. Même date parce que ça craint, hein. Et puis non, même coin presque. Vous parlez du terrain de Massina. Même date parce que nous avons déjà préfiguré cette sortie officielle depuis très longtemps avant que nos frères, nos 4 leaders, les blocs de Lubumbashi, qui va se disloquer dans 4 mois, puissent mettre cette date de 17. Nous avons déjà préfiguré ça. Donc nous appelons les Congolais de la Mwamba, Funa, Lukunga et Tchangu de pouvoir venir nous assister dans cette sortie officielle et saluer aussi l'autorité morale, M. Jean-Louis Baouna, qui a été aussi reconduit au sein de la DGDA comme directeur général adjoint de la DGDA chargé des questions techniques. Donc nous saluons cette reconduction par le choix du président Félix-Antoine Tshisekedi, du secrétaire général, M. Yvon Moundabi. Et je pense que nous allons naviguer dans l'objectivité. Moi, si j'aimerais seulement ajouter une petite touche qualitative, dans ce que mon frère, mon bien-aimé Yves Badjogo a dit, il parle de la résistance. Je suis en train de le redire. Quand vous parlez de la résistance, vous marchez sur la Constitution, vous êtes extra-légal parce que la Constitution, dans son article 8, ne reconnaît pas le concept de résistance, mais dans son article 8, il reconnaît le concept d'opposition. Je pense qu'il faudrait naviguer dans un monde platonique où vous allez créer votre République démocratique du Congo avec une opposition qui va changer de nom, qui va être résistance. En tout cas, merci beaucoup. Comme vous avez la parole, c'est avec vous que nous allons prendre la première question. Bon, juste cette fausse ouverture, hein, s'il fallait dire comme ça. Je voulais parler de l'arrestation du conseiller spécial de Moïse Katumbi. Vous et moi avions suivi les images sur les réseaux sociaux, la manière dont ces derniers étaient appréhendés après avoir traversé
presque tout le service au niveau de l'aéroport, arrivé au pied de l'avion, c'est du coup qu'il sera, d'aucuns parlent d'enlèvement, mais du moins, parlons de cette arrestation, vous et nous, prenons tous plutôt l'état des droits. Pensez-vous que la manière dont on avait arrêté M. Salomon Skadela, c'était correct? Alors, votre question est une question très ouverte. Quand nous parlons de la question de l'état de droit, d'une manière générale, la soumission de tous, gouvernants et gouvernés, sous les règles du droit, je pense que dans un pays où les personnes sont infralégales, il faudrait que toutes les personnes se comportent conformément aux règles du droit. Et je pense que quand on arrête une personne, entre guillemets, d'abord, nous partons dans la contexture d'interpeller une personne ou de l'arrêter par la justice, il faudrait savoir que cette personne-là a transgressé les règles du droit ou a blessé les règles du droit. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui intervient, c'est la procédure dans laquelle on interpelle cette personne-là. Elle a été respectée. Alors, la procédure d'après vous? Non, je pense que, à mon humble avis, il y a une dose, peut-être une certaine dose de violence, mais il faudrait se demander pourquoi c'est arrivé ainsi. C'est ça la question que les intellectuels se demandent, parce que lorsqu'il y a une action qui se pose au sein de la société, il ne faudrait pas commencer à papoter ou à vulgariser des propos, je ne sais comment. Il faudrait commencer à se poser des questions. Pourquoi cette chose est arrivée? Je pense qu'à mon humble avis, comme tout Congolais, et puis comme compatriote congolais, je pense que peut-être la dose de la violence a été un peu hyperbolisée. Mais je pense que si on a interpellé cette personne de la manière qu'il a fallu, c'est parce que les praticiens du droit vont nous dire qu'il y a la notion de la flagrance qui existe. Et jusqu'à maintenant, nous sommes en train d'hypothéquer, de naviguer dans les hypothèses, parce que il semblerait qu'il a été reproché d'apporter beaucoup d'argent, il a été reproché de détenir une arme, parce que vous savez, nous sommes dans une société où on ne détient pas l'arme facilement. Il faudrait certaines exigences. Mais quand un citoyen, un paisible citoyen congolais détient l'arme, je pense que cette personne-là... Parlons de l'apport d'armes. Oui. D'après vous, c'était lors de la marche ou bien c'était à l'aéroport? Je pense que... On réfléchit à haute voix. Je pense que oui, il faudrait réfléchir à haute voix. Je pense que tout a commencé quelque part. Parce que si on interpelle une personne, ça signifie qu'il y a des indices qui ont commencé quelque part et c'est vérifiable. Je pense que tout a commencé lors de la marche et puis lorsque cette personne est arrivée à l'aéroport, on a authentifié cette chose. Donc je pense que l'infraction peut se commettre même en 30 secondes. L'infraction peut se commettre même en 10 secondes. Vous avez vu, je donne un exemple, vous avez vu, il y a des personnes que moi je n'aime pas citer les noms qui sont passées dans un média quelconque. Ces médias a souffert aujourd'hui, ces médias est fermé pour une mesure temporaire. C'est pas dans toutes les missions où ils ont blessé les règles du droit. Dans quelques secondes, lorsqu'ils ont vulgarisé des propos pamphlétaires, des propos haineux, vous avez vu comment est-ce que la justice les a interpellés. Je pense que dans cette dynamique-là, laissons à la justice de faire son travail et je pense que dans les jours à venir, ils vont clarifier l'opinion de quoi il s'agirait. Parce que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de naviguer dans les hypothèses, nous allons à gauche, nous allons à droite. Et je pense que si on interpelle cette personne, c'est parce que cette personne a des séquelles infractionnelles. Alors, Yves Badjogo, vous avez dit à l'entame de votre intervention que l'interpellation du conseiller spécial de Moïse Katumbi a bouleversé les lignes dans le camp de le chef de votre organisation, parce qu'en principe, hier, vous devriez être devant la CENI pour les sit-ins, c'était sans succès. Sinon, qu'est-ce que vous reprochez au fait à la justice congolaise ou pour la police, le fait d'interpeller Salomon Skadela, à en croire certaines personnes, il était né l'armée à feu? Vous savez, moi je suis peiné et je suis triste lorsque j'entends mon co-débatteur essayer de justifier l'injustifiable. Parce que c'est nous qui devons construire la société de demain. Lorsqu'il dit que lorsque vous êtes interpellé, c'est que vous avez eu une attitude en contradiction avec la loi, je me demande, lui qui aime bien être dans ses livres, où est-ce qu'il a tiré cette thèse? Parce que même lorsque vous êtes interpellé, il y a toujours la présomption d'innocence qui accompagne. Donc c'est la justice qui qualifie les faits et ce n'est qu'après les soupçons qui peuvent avérer ou non que la justice déterminera les faits de manière claire et irréfutable. Mais lorsque mon co-débatteur dit qu'il faudrait que la justice fasse son travail, je lui rappelle que M. Félix Tshisekedi, qu'il soutient, qu'il supporte aveuglement, a dit que la justice était théâtralisée dans ce pays.
Alors comment il espère qu'une justice théâtralisée, dans le metteur en scène, M. Félix Tshisekedi, pourrait dire le droit de manière équitable? Donc vous voyez que nous sommes en train de marcher sur la tête. Vous avez posé une question simple. La question, elle est claire, elle est simple. Si M. Salomon a commis une infraction, eh ben, il y a des procédures légales. Il faudrait l'inviter. Et éventuellement, comme il dit, ça aurait pu être commis anticipativement. Alors l'inviter à se présenter devant les offices de la justice pour qu'il soit entendu et éventuellement qu'une procédure soit ouverte à sa charge. Vous avez évoqué l'endroit où il a été interpellé, c'est l'aéroport, c'est une frontière pour les villes ou alors normalement pour le pays. Mais M. Escadella ne quittait pas la RDC, il allait à Lubumbashi. Et si d'aventure il aurait outrepassé certaines les mailles du filet, même à Lubumbashi, il aurait pu être interpellé par les personnes qui de droit. Les vidéos que nous voyons nous laissent voir que ce serait les services spécialisés pour la protection de l'institution président, c'est-à-dire qu'on appelle généralement les Banamura, qui l'auraient interpellé. Est-ce que c'est ça l'objectif de ce service spécialisé? Ce n'est pas ce service spécialisé. Nous avons vu quelques éléments de la Direction générale des migrations qui étaient sur place. On aurait pu le retenir s'il avait d'aventure plus d'argent que possible, s'il avait d'aventure porté une arme. Vous voyez que même mon ami de l'Union sacrée est en train de supputer. Nous ne devrions pas supputer, d'autant plus que nous sommes à plus de 48 heures de son interpellation. Il doit être informé des faits qui sont mis à sa charge. Et éventuellement, nous, ses camarades de lutte, nous devons savoir, voilà, M. Escadella lui est reproché ceci, cela, et ainsi de suite. Si jusqu'aujourd'hui, M. Maëlé ne connaît pas les faits reprochés à Salomon, au conseiller spécial de M. Félix Tshisekedi, alors c'est un problème. C'est-à-dire qu'il y a effectivement c'est spécial de Moïse Katumbi, voulez-vous dire. Voilà, de Moïse Katumbi. Il y a effectivement un dysfonctionnement de la justice, il y a un dysfonctionnement de la procédure, mais nous savons ici que toutes les institutions du pays sont instrumentalisées par M. Félix Tshisekedi pour aujourd'hui nuire notamment à nous qui nous opposons pour certains et nous qui résistons à sa gouvernance chaotique. Donc il y a manipulation de toutes les institutions et c'est ce qui nous amène à vivre ces spectacles désolants. Je pense que M. Maëlé, qui veut se définir comme un intellectuel, ne doit pas avoir de couleur dans la réflexion, dans l'analyse des faits. Lorsque les faits sont répréhensibles, il doit simplement dire les faits sont répréhensibles et s'arrêter là et non pas chercher des subterfuges et des justificatifs parce qu'il soutient M. Félix Tshisekedi. Alors, processus électoral. Vous avez pris l'habitude, n'est-ce pas, d'être devant la CENI chaque jeudi. Vous remettez en cause l'actuel bureau de la CENI. Vous remettez en cause la Cour constitutionnelle, alors qu'il y a 48 heures, 24 heures passées plus tôt, que l'Assemblée nationale venait de juger recevable, si vous voulez, les projets de loi de répartition des sièges. Bien avant, Adolphe Mouzitou avait tenu un point de presse pour dire en clair que les fichiers étaient corrompus. Et aujourd'hui, dans les heures ou encore dans les jours à venir, eh bien, le débat sera organisé au niveau de l'Assemblée nationale pour évaluer ou encore tabler sur la question. Donc, convaincu que la loi passera, qu'adviendra-t-il? Parce que déjà, cap vers les élections 2023, ne voyez-vous pas que vous avez fait trop de bruit et c'était peut-être pour rien? Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire que lorsque l'arbre pousse, l'arbre ne fait pas de bruit. Vous allez vous rendre compte que l'arbre a poussé. Peut-être que vous n'avez pas prêté une attention particulière à l'évolution des choses. Au départ, M. Félix Tshisekedi voulait un glissement de 2 ans. Ils sont organisés à obtenir un glissement. Mais aujourd'hui, le glissement n'est plus à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est des élections, quoi qu'il en coûte, et pour aller se construire une certaine légitimité. M. Félix Tshisekedi, lors d'un point de presse avec... Vous en êtes rendu compte que les élections seront organisées? Mais non, il n'y a pas que nous devrons nous rendre compte. C'est une obligation légale. Les élections doivent avoir lieu. Que nous le voulions ou pas, c'est une obligation légale. Que nous soyons prêts, nous de la résistance ou pas, les élections doivent avoir lieu. Ça ne dépend pas de nos humeurs et de nos sentiments. M. Félix Tshisekedi, lors d'un point de presse, avait indiqué que les conditions sécuritaires ne permettaient pas d'organiser les élections. Voilà. Nous, on a entendu, on a dit, mais qui est censé mettre en place des conditions sécuritaires favorables? C'est bien M. Félix Tshisekedi. Et tout à l'heure, en Chine,
il a indiqué que voilà, les élections arriveraient, quoi qu'il en coûte, et personne ne l'en empêcherait. Alors, la question qu'il faut se poser, quelle a été l'évolution positive des conditions sécuritaires depuis sa déclaration lors de ce point de presse jusqu'à sa déclaration récente en Chine. Donc, il faut essayer de garder une certaine cohérence, surtout lorsqu'on assume des fonctions aussi importantes, sinon la République va aller à volo. Vous avez parlé du fichier électoral. J'ose croire que vous avez suivi Kadima dans son interview sur une radio de la place qui a indiqué très clairement que le Massissi, que le Rutshuru et non, avant ça, dans l'Est, il y a 3 territoires qui n'ont pas été enrôlés, en plus de Kwamount qui n'a pas été enrôlé. Alors, je voudrais qu'on m'explique comment nous allons passer au vote d'une loi à légiférer sur base des éléments qui sont incomplets, sur base des éléments qui ne reflètent pas la réalité sur terrain. Que se passera-t-il? Parce qu'il a dit que prochainement, nous pourrons éventuellement revenir sur l'enrôlement dans ces différents territoires. Que se passerait-il si le niveau d'enrôlement est supérieur à ce qu'il y avait dernièrement ou inférieur à ce qu'il y avait dernièrement? Est-ce que cette loi pourrait être appliquée à tous? Est-ce que cette loi de répartition des sièges pourrait être appliquée à nos amis du Rutshuru, de Massissi, de Maïndomé? La réponse est non. Donc, il est évident que cette loi, sur base des éléments fournis par la CENI, qui ne sont pas conformes ni à la vérité ni à la réalité, posera des problèmes évidents dans la suite du processus, et on tâchera encore la question de légitimité des acteurs qui seront élus sur base de cette loi. Donc nous continuons à rester droit dans nos modes. Nous disons qu'il faut un consensus autour de toutes ces questions. Il faudrait qu'on se mette sur une table, il faudrait que la CENI ouvre ce cadre-là pour que nous puissions discuter. Nous ne demandons pas à les mordants, nous voulons simplement discuter des questions. Monsieur Kadima fait un touchdown. D'abord, il a recruté ses amis et ses copines de manière illégale, parce que la loi impose, la loi des marchés publics impose qu'il faut un délai de, allez, si je ne m'abuse, c'est 15 jours pour recruter en urgence. Or, lui, il a fait un recrutement qui s'est passé en 3 ou 4 jours, et l'institution, voilà, un partenaire fiable tel que l'OIF, qui a toujours audité nos fichiers. Vous voulez parler de l'audition du fichier électoral? Voilà, qui d'habitude audite le fichier électoral, vous dit que 5 jours, ce n'est pas possible. Il est impossible d'auditer un fichier de 43 millions, 47 millions à l'époque de Congolais en simplement 3 jours. En 5 jours, ce n'est pas possible. Mais M. Kadima l'a rendu possible. On ne sait pas par quelle magie, par quel mécanisme. Peut-être qu'il peut avoir raison, mais l'opacité du processus nous pose problème. Si il ouvre le processus et que nous nous rendons à l'évidence que l'audit peut se faire en 5 jours, nous n'allons pas remettre en question. Donc vous avez suivi un processus chaotique. Lorsque, avec la COEL, nous décrions que les enfants étaient enrôlés, lorsque nous décrions avec la COEL que les cartes d'électeurs étaient entre les mains d'individus, que les machines d'enrôlement étaient entre les mains d'individus, qu'est-ce que Kadima a dit? Il a dit que nous raconterons notre vie, mais après il se ravise en disant que nous avons toiletté les enfants et ainsi de suite. Donc tout le processus est entaché d'éléments d'irrégularité. Nous lui avons posé une question simple, une question à laquelle nous avons droit. Nous avons dit, combien de machines avez-vous commandées à Miro System? C'est ça. Vous nous dites, je n'ai commandé 20 000. Combien avez-vous effectivement déployé sur le terrain? 18 000. Et à partir de là, nous pourrons dire, voilà, que le processus va à bon port. C'est lorsque vous entendez encore M. Kadima qui se plaint qu'il a 6 mois de retard sur la mise à disposition des finances pour organiser les élections. Pensez-vous vraiment que nous sommes en train de nous diriger dans un processus qui sera crédible, transparent et dont l'organisation ne souffrirait pas? Nous disons non et nous continuons à nous battre. Donc, vous exigez cette transparence. D'après vous, il y a l'opacité qui sévit dans le chef de Kadima ou encore du côté de la CENI. Oui, Joe Maele, vous êtes sans ignorer que à l'Assemblée nationale, ils ont reçu, n'est-ce pas, ce projet de loi, la répartition des sièges. L'opposition continue à maintenir sa position, d'exiger, comme j'ai dit un peu, je me répète en tout cas, cette transparence. Vous êtes sans ignorer également qu'il n'y a pas eu enrôlement à Massissi, à Rutshuru, à Kwamoutou et ailleurs. Est-ce qu'il y a lieu de convoquer le corps électoral ce 25 juin, alors que dans certains coins, il n'y a pas eu enrôlement? Ne voyez-vous pas que nous continuons ou encore la CENI veut simplement violer la loi du pays? Je pense qu'il y a de la mer à boire sur cette question. Parce que lorsque vous parlez déjà de l'opposition, il faudrait dire que l'opposition est
qui opère selon les dispositions qui sont démocratiques et institutionnelles et l'opposition extra-parlementaire de M. Yves Badjogo. Je pense que dans cette dynamique, nous l'avions dit tantôt dans les différents médias avant que nous aurons un problème. Nous avons un problème. C'est le problème qui se pose, c'est le problème de la sécurité. Alors, certaines personnes ont dit que nous avions, comme je l'ai entendu dire ici, nous avions des velléités pour tricher, pour faire un glissement. C'est que M. Félix Tshisekedi n'a jamais conspiré dans ses pensées ou dans sa tête. Mais il a fallu aller aux élections. M. Félix Tshisekedi, comme institution primaire de la République, a mis les batteries en marche sur les biais ou sur le truchement du gouvernement. Aujourd'hui, nous avions la constitution du fichier électoral, mais c'est fichier électoral qui est partiel. Parce que dans certaines zones, il y a l'insécurité. Alors la question qu'il faut se poser, moi je l'ai toujours dit, est-ce devons-nous partir aux élections avec les anomalies antérieures, comme nous avons connu en 2018, ou devons-nous partir aux élections avec une nouvelle perspective ou avec des améliorations des cycles antérieurs? Alors, je pense que comme nos frères intentent un procès à M. Félix Tshisekedi, ce procès de vouloir glisser, à mon humble avis, je penserais que ces fichiers sera fiable. Partons avec, comme ça nous allons aux élections pour voter les dirigeants qui sont en place. Donc moi je pense que cette manière de pouvoir retarder les choses, à mon humble avis, je pense que c'est l'opposition qui souffre. Avec votre permission, je pense que c'est l'opposition. Je vais répondre à ma question. Oui. Dire ceci. Vous êtes sans ignorer qu'il y a certains coins ici au pays où il n'y a pas eu. Exactement. Je vous cite d'une manière sommaire, Massissi, Rutshuru, Kwamut. En principe, le Congo, depuis la nuit des temps, a 50 sièges pour le député. 500. Merci, 500 sièges pour le député. Il y a eu répartition pour 486 ou 484, si je m'abuse. Est-ce qu'il faut aller aux élections comme ça? Ou bien, il faut peut-être que les politiques se mettent ensemble, lever les options. Sinon, s'il faut aller aux élections, j'anticipe en tout cas, donc on va dire en clair ici qu'à Massis, il n'y aura pas de députés, à Rutshuru, il n'y aura pas de députés, à Kwamut, il n'y aura pas de députés. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas aller... À mon humble avis, je l'ai toujours dit. Je pense qu'il a fallu d'abord donner la préséance et la prééminence à la question sécuritaire. Parce que si la question sécuritaire était résolue, vous allez comprendre qu'on n'allait pas avoir toutes les choses. Donc moi, je pense qu'à mon humble avis... Comme ce n'est pas résolu jusqu'ici, comment on peut s'y prendre alors? Non, comme ce n'est pas résolu, il faudrait élargir cette question de la loi sur la répartition des sièges. Il faudrait, entre guillemets, mettre une pause et trouver une solution alternative pour indexer tous ces sièges plutôt. Alors pour trouver une solution, comme vous avez dit, pour trouver une solution, ce n'est pas mal comme proposition. Comment ça devrait se passer? Est-ce qu'Adima de lui-même, il prend une décision pour toute la nation? Ou bien il fallait que les Congolais, pour ne pas dire forcément les politiques, s'y mettent ensemble et puis au fait, options, comme j'ai dit. En fait, M. Kadima, c'est une instance spécialisée. Quand je dis Kadima, donc la CENI. Oui, M. Kadima, c'est une instance spécialisée. C'est une instance qui est pour les élections. Mais la question qui concerne ici, c'est la question sécuritaire. Moi, je pense qu'il faudrait que le gouvernement, qui est en train de travailler, puisse trouver une autre alternative. Parce que c'est au gouvernement de proposer au Parlement, parce que nous sommes dans un contexte démocratique, il faudrait que tout se passe au sein des institutions. Et le gouvernement doit proposer une alternative pour indexer les sièges qui manquent, afin que nous puissions aller aux élections. Ou soit, à mon humble avis, carrément donner la prééminence à la question sécuritaire et donner la seconde place à la question électorale. Je pense que ça ira. Je pense qu'à mon humble avis, on peut embrasser cette démarche. Mais lorsque M. Yves parle... Qui est censé de prendre cette décision d'après vous? Je pense qu'il y a le président de la République qui est institution primaire, le président de la République qui ne doit pas travailler comme un autocrate. Le président de la République est là avec le gouvernement qui conduit la politique quotidienne de la nation. Je pense que les deux instances peuvent prendre une certaine décision parce qu'ils sont des institutions qui incarnent l'exécutif. Et cette décision va passer au Parlement pour que le Parlement donne son appréciation et une approbation. Je pense que c'est dans cette optique-là que nous allons aller. Mais M. Yves Badjogo a parlé des audits. Je ne pourrais laisser cette question. Du fichier, oui. Moi, je pense que lorsqu'on parle de l'audit, nullement l'audit externe est une obligation qui est légale. Vous allez chercher dans les lois de la République. Je pense que vous êtes un intellectuel avéré.
il y a nullement où on oblige à la CENI, lorsqu'il termine à reconstituer son fichier, de pouvoir chercher une organisation internationale ou des personnes les appropriées pour l'auditer. Cela relève de la bonne volonté, cela relève de l'éthique et de la moralité de la CENI. Je pense que la CENI avait le choix de les faire ou pas. Donc, lorsque vous dites que l'audit doit seulement être fait par une organisation internationale, moi, je pense que c'est biaisé parce que les organisations internationales, comme les experts, sont des personnes qu'apprécie la CENI et la CENI lui-même va faire cet appel à la candidature. Vous avez vu, ça a été fait. Il y a plus de 250 personnes qui ont donné la candidature. Après ces 250 personnes-là, on a traité. Il y a eu 3 Congolais et 2 expatriés, dont un Malawi et un Sud-Africain. Donc l'audit externe... Donc ils disent que ce sont les amis des délégués du mois. L'audit externe dont nous parlons ici, il ne faudrait pas le confondre avec l'audit international. Ça, c'est 2 concepts qui sont différents. L'audit externe, ce sont des personnes, des corps étrangers à la CENI qui viennent pour vérifier le contrôle, comment est-ce qu'a été fait la constitution du fichier électoral. Et cela ne relève pas d'une loi quelconque. Et au final, ils ont déclaré que le fichier était fiable. Mais exactement. Est-ce que c'est à ces personnes-là de pouvoir reconstruire le fichier? Ils viennent constater un travail qui a été fait. Ils constatent un travail qui a été fait. La CENI... Ils ont éradiqué l'enrôlement de mineurs, alors qu'à son temps, Kagame n'a pas reconnu, quand l'opposition réclamait haut et fort qu'il y avait... Non, la CENI, vous savez, on dit « errare humanum est, l'erreur est humaine ». Ah, d'accord. Nul n'est parfait à part l'être suprême qui est Dieu. Donc je pense qu'aujourd'hui... C'est une œuvre humaine, donc il faut qu'il y ait des imperfections. Je pense qu'aujourd'hui... Je vous reviens. Yves Badjogo, vous avez dit que... Vous avez reconnu d'ailleurs qu'il y a un certain endroit de la République où il n'y a pas eu enrôlement. Il n'y a pas lieu d'aller aux élections comme ça sans les autres compatriotes. En même temps, vous exigez les élections dans le délai. En même temps, vous continuez à remettre en cause le bureau CENI, la CENI, pardon. En même temps, vous continuez à remettre en cause l'actuelle Cour constitutionnelle. Cependant, l'insécurité continue à battre son plein. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce les élections dans le délai? Est-ce la paix au pays? Ou bien, qu'est-ce que vous voulez au final? Je veux dire à mon co-débatteur que lorsqu'on débat, il ne faut pas que s'écouter tout seul. Il faut écouter ce que l'autre dit. J'ai dit exactement sur la question. Oui, j'ai dit exactement sur la question de l'audit du fichier électoral. Premièrement, que la loi n'a pas été respectée pour le recrutement des personnes qui ont audité le fichier. Sans entrer dans la qualité des personnes, que ce soit des institutions ou autre chose. Simplement rappeler le fait qu'une institution qui nous a toujours accompagnés, l'OIF, a dit qu'il était impossible de faire l'audit de 47 millions d'électeurs en 5 jours. 5 jours. L'audit chapeauté par une Rwandaise, hein, l'OIF. Il est dans son temps, je vous en prie. Oui, Sharif. Merci. Je crois que ce n'est pas Luis Mushikiabo qui serait venu ici faire l'audit. Mais moi, ce n'est pas ma question, que ce soit l'OIF ou une autre question. Mon propos, c'est que la procédure n'a pas été respectée. Et je crois que mon co-débatteur sera d'accord avec moi. Et sur ce, il n'a pas émis un avis contraire. Mais après, je veux dire à mon co-débatteur que lorsqu'on passe à la télé pour parler de la République et parler des questions aussi importantes, il faut être sérieux. Parce que mon co-débatteur dit qu'il faudrait que le gouvernement et notamment l'institution président puisse prendre des orientations quant à la question de l'enrôlement au niveau de Massissi, de Rutshuru et consorts. Monsieur Maëlé, savez-vous qui a envoyé la loi au niveau de l'Assemblée nationale? C'est le gouvernement qui a envoyé la loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est une proposition de loi, monsieur Maëlé. Donc vous ne pouvez pas dire ici que c'est cette même institution, c'est ce même gouvernement qui a elle-même, de son propre gré, envoyé la loi au niveau de l'Assemblée nationale, trouver des mécanismes pour la question de l'enrôlement non, il faut être quand même sérieux. C'est comme je vous ai dit, ne cherchez pas à justifier l'injustifiable, vous allez vous perdre dans votre argumentaire. Nous sommes en face d'un problème. Il y a eu le problème, il y a la question d'enrôlement au niveau du Massissi, du Kwamut et partout ailleurs. Vous évoquez la question sécuritaire pour justifier un peu le forfait qui nous attend. Mais qui est censé mettre en place des mécanismes sécuritaires pour notre pays? C'est M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a fait le choix pour la question sécuritaire à l'est du pays spécifiquement d'emmener l'EAC.
il a emmené les troupes de l'EAC. Il y a eu une prorogation jusqu'au mois de septembre. Alors, j'en arrive. Alors que sur ce plateau, je me rappelle, nous avons eu une discussion, ou alors sur un autre plateau, plusieurs discussions, où je vous rappelais que cette décision n'était pas la décision qu'il faille prendre pour notre République. En Chine encore, M. Félix Tshisekedi a soutenu que les troupes de l'EAC étaient en train de coaliser avec le M23. Alors, M. Maélé, dans votre logique exceptionnelle, expliquez-nous comment se fait que le mandat de cette EAC ait pu être prorogé encore jusqu'en septembre. La réalité est que vous êtes incapable de trouver des réponses aux questions sécuritaires de notre pays. Vous me demandez qu'est-ce qu'il fallait faire. Il aurait fallu que nous fassions ce que nous avons proposé dans le plan de sortie des crises, c'est-à-dire nous mettre autour d'une table pour discuter des questions, notamment sur les questions sécuritaires et les questions électorales. Si monsieur Tshisekedi n'avait pas écouté que Félix, et si Félix n'avait pas écouté que M. Tshisekedi, nous ne serions pas à cette situation aujourd'hui, parce que nous aurions balisé les chemins pour que les élections se passent dans des conditions qu'il faille. Maintenant, vous me posez la question, qu'est-ce que nous devons faire? Nous sommes intransigeants sur un point fondamental. Le mandat de M. Félix Tshisekedi s'arrête le 23 janvier 2024 à minuit. Si M. Maélé, dans sa proposition, qui dit qu'il faut qu'on trouve des mécanismes et qu'il ne faudrait pas qu'on s'apaisantisse d'abord sur les questions sécuritaires, c'est qu'au 23 janvier 2024, M. Félix Tshisekedi doit partir et laisser une transition qui sera gérée par... Le 23 janvier, c'est après le mois de décembre. Oui, c'est après. C'est qu'il dit que ça sera après les élections. Mais M. Maélé, et s'il gagnait aux élections, par exemple? M. Maélé a proposé que nous ne nous concentrions pas sur les questions électorales, mais plutôt sur les questions sécuritaires. C'est pourquoi je lui rétorque en disant, si au 23 janvier 2024 à minuit, il n'y a pas élection et que nous nous sommes concentrés sur les questions sécuritaires, M. Félix Tshisekedi doit partir et nous allons donner une transition à une personne indépendante qui va organiser les élections et éventuellement... Donc, en quelque sorte, vous voulez dire qu'il y aura une transition sans Tshisekedi? Mais bien sûr, il y aura une transition sans M. Félix Tshisekedi. Et même si d'aventure il organise des élections pour les saborder, eh ben, le peuple sera dans la rue pour récupérer sa victoire. Je veux dire à M. Maélé, j'espère qu'il n'a pas d'ambition électorale au niveau de la députation nationale ou provinciale, parce que les informations qui nous parviennent indiqueraient qu'il se fait aujourd'hui un recrutement. Si vous êtes favorable à la loi de répartition des sièges, vous pouvez d'abord la voter et en coulisses et en sous-main glisser une liste des personnes que vous jugez qui pourront être élues ou alors nommées aux prochaines élections, particulièrement... Ça c'est une révélation, voyons. Il y a des informations persistantes qui iraient dans ce sens-là. Donc, même pour M. Maélé, qui s'évertue à passer à défendre M. Félix Tshisekedi, il ne sera pas épargné. Parce que l'Union sacrée est composée de 300 partis politiques et de 200 confessions religieuses. Si d'aventure il faille nommer des gens, ça sera les chefs des partis politiques et puis leurs affidés les plus proches et pour lesquels M. Maélé n'en fait pas partie. Donc le combat que nous menons ici, ce n'est pas un combat pour nous, c'est un combat pour la République. Pour moi, bien sûr, mais pour M. Maélé, pour que demain nous ayons des élections transparentes, équitables, apaisées, où tout le monde aura les chances de participer. Dernière question, M. Joe Maélé, je sais que vous aurez à vous dire par rapport à ce qu'il venait de dire Yves Badjogo. Parlons de l'EAC, prorogation de mandat de force de l'EAC jusqu'au mois de septembre. Pour quelle finalité? Qu'est-ce qui justifie cette prorogation d'après vous, alors que le chef de l'État continue jusqu'ici à remettre en cause les actions de l'EAC, bien que nous attendons l'arrivée de la SADC, mais ne voyez-vous pas que c'est à moitié contradictoire? Sinon, qu'est-ce qui justifie cette prorogation? C'était pas contradictoire. Je me fie au propos du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il y avait une certaine, je pense, une incompatibilité par rapport aux missions de l'EAC. Je pense que l'EAC ne faisait pas un travail total. Et le président Félix Tshisekedi avait dit jusqu'au mois de juin, nous allons évaluer. Si on ne trouve pas... Est-ce qu'il y a évaluation? Exactement. Si nous ne trouvons pas... Vous pensez qu'un gouvernement responsable comme le nôtre peut accorder une prorogation bêtement comme ça à l'EAC? Non. Attendez, donc il y a eu redéfinition de la mission? Oui, il y a eu redéfinition. Avant, ce n'était pas le cas? Non. Au fait, théoriquement, c'était une mission qui était offensive, mais pratiquement, vous avez vu sur le terrain... Non, ça veut dire qu'ils ont revisité leur exemple, si nous partons dans la dynamique de la prorogation, cela signifierait qu'il y a une sorte de redéfinition, il y a une touche qualitative qui a été posée là, et je pense que c'est dans cette dynamique que nous sommes partis. Donc le président Félix Tshisekedi
avait dit que la mission qui était assignée à l'EAC et ce qu'il faisait sur le terrain n'était pas compatible. C'est pourquoi il disait qu'au mois de juin, nous allons évaluer si et seulement si nous ne trouvons pas intérêt d'entente et l'EAC ne veut pas exécuter sa mission ou les différentes attributions qu'il doit assumer en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais est un gouvernement responsable et puis nous détenons notre souveraineté interne comme externe, à nous de prendre les décisions. Donc je pense que aujourd'hui, s'il y a une certaine prorogation jusqu'au mois de septembre, les cartes ont été retouchées, les tirs ont été rectifiés et nous allons encore, vous allez comprendre que nous sommes au mois de juin, au mois de septembre, c'est une manière encore de mettre en épreuve l'EAC. Le gouvernement congolais, c'est un gouvernement très réfléchi, un gouvernement responsable. Donc vous allez comprendre même la temporalité de la prorogation, ce n'est pas une temporalité. Donc après l'évaluation, on sous-entend, ou encore on peut dire en clair que après l'évaluation, on s'est rendu compte que l'EAC, ou encore les forces de l'EAC travaillent bien, d'où il faut prolonger encore. Non. Si je dis que les forces de l'EAC travaillent bien, je veux même biaiser ou partir dans une démarche contraire que celle du président Félix Antoine Tshisekedi. J'ai dit ceci. Si les forces de travail, les forces de l'EAC... Je dis ceci. Les forces de l'EAC avaient une mission offensive. C'est un pari gagné? Non, ce n'est pas un pari gagné. Okay. Ils sont venus sur le terrain. Même le président Félix Tshisekedi l'a dit que le départ, ce qui était sur la feuille de route et ce qui était applicable, il y avait une certaine incompatibilité. C'est pourquoi il a dit... C'est ce qui motive cette c'est pourquoi... Non. Il a dit ceci, je me fie à ses paroles, qu'au mois de juin, nous allons évaluer. Si nous ne trouvons pas un terrain d'entente, il serait mieux de raccompagner d'une manière honorifique l'EAC. Nous sommes au mois de juin. Quand on évalue, d'après vous... Non, il y a une évaluation. Quand on évalue, pour reconduire, il faut tenir compte des résultats. Il y a une évaluation. Lorsqu'on évalue, on voit les pour et les contre. Et dans les pour et les contre, c'est à nous d'apprécier maintenant au gouvernement congolais, de voir, excusez-moi pour la tautologie, de voir que voilà, les raisons qu'ils ont avancées, telles, et nous pouvons encore proroger ou nous ne pouvons pas proroger, en entendant que nous pouvons prendre une certaine ligne ou une certaine alternative. Mais M. Yves Badjogo a parlé de se mettre autour d'une table. M. Tshisekedi doit partir. C'est par là qu'on chute, hein, c'est par là que je vais citer. Mais je pense que si M. Tshisekedi doit partir au nom de quelque chose. Aujourd'hui, nous avons une constitution qui ne s'était pas une constitution. Certes qu'il y a une sorte d'ambiguïté dans certains articles, mais la Constitution nous dit quand il n'y a pas organisation des élections, qu'est-ce que le pays doit devenir? La Constitution parle. Là, vous évoquez l'article 70. La Constitution a parlé. Certes que cet article 70 a une zone d'ambiguïté, mais cet article... au nom de quoi? Ça me rappelle la mère Mendes. Non, au nom de quoi? Non, vous savez, aujourd'hui, M. Yves Badjogo, je pense qu'au début, il a commencé, on dit, deux propositions négatives ne donnent pas de conclusions. Lorsque vous commencez mal, vous allez finir mal. Au début, il a commencé par le concept de résistance. À la fin, il a fini en disant qu'on doit chercher une personne de qualité civile ou une personne... Au nom de quoi? C'est quelle formule que vous avez adoptée pour que vous puissiez nous prendre une personne qui va conduire la transition? Par quel mécanisme? Vous voyez que je pense que les idées est une famille politique qui est habituée à embrasser les chemins illégaux. Donc je pense que si dans votre monde platonique, vous avez un Congo, vous allez les gérer dans l'illégalité. Parce que vous ne vous référez pas même à ce que les lois disent. Je pense que c'est mettre encore autour d'une table. Ça, c'est de l'égoïsme. On va se mettre autour d'une table. Nous sommes dans un régime démocratique. Toutes les institutions sont là. Il y a une opposition qui est représentée au sein des institutions. Quand je parle des institutions, je vois même le Parlement. Se mettre autour d'une table, je pense que c'est aller même au-delà de la Constitution. Donc, si on doit avoir un débat, le dialogue, tout se passe au sein des institutions, monsieur Yves. Le mal, c'est que préparez-vous pour les élections. Lorsque vous allez gagner le combat électoral, c'est lorsque on va comprendre si vous avez envie d'émettre une opinion quelconque. Merci. Vous venez au sein des institutions, je pense. Merci, cher Joe Maele. Je rappelle que vous êtes l'Union Sacrée. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous l'assumons. Nous portons cette casquette. Merci en tout cas. Yves Badjogo, c'est avec vous que nous allons boucler. 5 minutes en guise de conclusion. Sinon, la question sur rapport avec cette prorogation de l'EAC. Quel bilan d'après vous? À en croire Joe, il y a eu évaluation. D'où on a donné encore la chance aux forces de l'EAC d'être là jusqu'au mois de septembre. Je suis surpris, M. Maele, qui n'est pas au courant que c'est le gouvernement qui a envoyé le projet de loi à l'Assemblée nationale. Il est au courant qu'il y a une évaluation
qui a été faite sur la question de l'EAC. J'aimerais qu'on mette sur la place publique l'évaluation qui a été faite. Mais je rappelle le propos de M. Félix Tshisekedi. M. Félix Tshisekedi a dit que l'EAC était en train de pactiser sur le terrain avec les M23. Et ça, on appelle ça de la traîtrise. Alors, je voudrais que M. Maélé m'explique comment est-ce qu'on reconduit le mandat des personnes qui sont accusées de traîtrise. Non pas par moi. Si c'est moi qui prolonge le mandat, ça serait une autre chose. Mais la même personne qui a accusé ces personnes de traîtrise veut revoir en leur donnant, vous avez dit, une touche qualitative. Mais M. Maélé, je ne sais pas où est-ce que vous avez dormi aujourd'hui parce que vous racontez des choses qui vont dans tous les sens. La réalité ici est que, vous savez, la grandeur, c'est savoir dire que nous avons échoué et se remettre en question. Lorsque mon ami Joe Maélé ne veut pas se remettre en question, ne veut pas remettre en question les choix qu'ils ont opérés, même quand M. Félix Tshisekedi dit clairement que ces choix ont échoué. Lorsqu'on n'arrive pas à se remettre en question, alors c'est un problème pour la République. Entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? Qui gouverne, qui gère le Rutshuru? Qui gère le Massissi? C'est quand même problématique, parce que vous avez suivi le dernier communiqué qui disait que les M23 étaient en train de se réorganiser pour attaquer la ville de Goma. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce que nous avons réduit l'armée congolaise à simplement à faire des déclarations, des communiqués? Où est notre armée? Nous avons dit qu'on ne sous-traitait pas les questions de sécurité. Nous l'avons dit ici et rappelé tout le temps. Les événements aujourd'hui nous donnent raison. Qu'est-ce qu'on fait de notre armée? Est-ce que M. Félix Tshisekedi, je rappelle qu'il faut 9 mois pour former un militaire ou un policier. On n'a besoin que de 9 mois. Vous avez fait 5 ans au pouvoir. Avez-vous formé une armée efficace? Avez-vous formé une armée efficiente pour pouvoir répondre à la problématique? Parce que vous allez dire que les questions de sécurité ne découlent pas de notre gouvernance, mais elles ont été héritées de M. Joseph Kabila avec son gouvernement, avec son régime de médiocre. Mais qu'avez-vous fait pendant tout ce temps? La seule chose que vous avez fait, c'est pleurnicher à gauche et à droite. Et maintenant, on doit encore attendre la SADC pour les mêmes questions. Je rappelle ici qu'il y a la MONUSCO. Je rappelle ici qu'il y a les zones de défense et de sécurité. Je rappelle qu'il y a l'armée congolaise. Je rappelle qu'il y a l'armée rwandaise, l'armée ougandaise. Je rappelle qu'il y a l'EAC. Et maintenant, vous allez rajouter la SADC. Ça fait un tohu-bohu indigeste, sans dire qu'il y a entre 19 et 23 généraux qui sont dans cette zone. Monsieur Maélé, il faut vous rendre à l'évidence. Vous avez simplement échoué et il faut trouver des solutions. Il faut que des personnes adéquates, habilitées à trouver des solutions, puissent trouver des solutions. Vous me parlez de la question lorsque j'évoque la transition. Qui sont ces personnes? Mais les Congolais sont suffisamment intelligents pour identifier. Nous avons des personnes que le monde entier nous envie. Nous avons le prix Sakharov, le professeur Muyembe. Nous avons le prix Nobel de la paix, Denis Mukwege. Nous avons des éminences qui peuvent effectivement nous aider à résoudre ces questions. Mais je voudrais rappeler à M. Maélé que M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité à la suite d'une transition. Il est arrivé avec le hold-up électoral, mais c'est la suite d'une transition. Parce que les élections devraient avoir lieu en 2016. Comment on a fait pour ne pas avoir les élections en 2016, mais simplement en 2018? Ce n'est pas à cause de votre fameuse interprétation de la loi que vous n'avez pas non plus compris, mais c'est la suite du dialogue de la CENCO qui a permis d'ouvrir cette transition et d'aboutir à des élections en 2018. Et pour revenir à l'article que vous évoquez de la Constitution, l'article est clair. Le président reste en fonction jusqu'à l'installation du président élu. On dit bien installation, on ne dit pas jusqu'à l'élection d'un nouveau président. C'est-à-dire que cet article ne peut être activé que si préalablement il y a eu élection. Tant qu'il n'y a pas eu élection, on ne peut pas avoir cet article s'activer parce qu'il n'y a pas de président qui soit élu. Donc je pense qu'il y a des... Il y a une nuance, hein? Mais il y a une nuance importante, simple et élémentaire. Il ne faut pas avoir 3 têtes et 5 diplômes pour le comprendre. Parce qu'il dit très clairement qu'il faut... Ensuite, il va négocier la fin. Reste en fonction jusqu'à l'installation. Pour installer, il faut avoir précédemment été élu et ensuite être installé. Donc même l'article qu'ils évoquent, ils ont mal compris, ou alors ils évoquent à dessein pour justifier l'injustifiable. Donc voilà, nous nous trouvons à la croisée des chemins et nous rappelons au peuple congolais que si nous ne faisons rien aujourd'hui, notre pays sera fracturé. On suivra l'exemple d'Haïti qui a 230 ans d'indépendance, mais qui se trouve dans une situation d'ingouvernabilité indescriptible. C'est pourquoi nous appelons le peuple congolais ce 17 juin au meeting que nous allons avoir à la place Sainte-Thérèse et ce 21 juin à marcher avec nous. Est-ce que ça aura lieu? Pascal. Ça aura lieu. Parce que la même date est sollicitée de ce côté. Vous avez suivi Joe Biden qui nous parle de la sortie officielle de leur parti politique, plateforme? Parti politique.
il n'y a pas de problème. Il y a Joe Maélé, il y aura 2, 3, 4, 5 personnes. Il y aura encore de Il y aura 2, 3, 4, 5 consultation. personnes avec eux et nous, avec la population, nous allons nous réunir à. Il a donné une nuance. Vous avez saisi déjà l'hôtel de ville pour les autorités urbaines. Bien entendu, nous sommes, même si nous sommes en face d'un régime déviationniste, mais nous essayons de garder une certaine légalité. Elle a été régulièrement saisie et elle a pris acte. Il n'est pas question d'autorisation. Elle doit mettre en place des mécanismes pour encadrer cet événement et c'est tout ce que... Yves Badjogo, merci beaucoup. Moi, vous êtes décidé. Dans 10 secondes, je vais ajouter quelque chose. Yves Badjogo a dit ils seront avec la population. Oui, je l'assume, mais nous, on sera avec le peuple. Parce que la population, c'est les constituants de tout le monde, expatriés comme autochtones. Donc, vous serez avec des Libanais, des Indo-Pakistanais, mais nous, on sera avec le peuple congolais. Mais n'empêche, si nous avons des pays frères et amis qui viennent, merci beaucoup. Parce que la question électorale... Comme vous avez fait appel à la SADC. La question électorale, c'est une question qui relève de l'ingérence. Merci beaucoup. La population congolaise a compris. Merci d'être venu. Merci Yves Badjogo de décider. Donc, les droits politiques aujourd'hui, le droit politique relève aux Libanais, aux Indo-Pakistanais. Je pense que ce sont ces gens qui se préparent pour tricher aux élections, pour faire voter les Indo-Pakistanais et les Libanais. Ils seront avec la population. C'est la fin de cette émission. On vous retrouve le lundi pour un nouveau numéro. Demain, ça sera la rediffusion de ce numéro à 18h en même temps. Et les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision, abonnez-vous à l'RTVS. À mes invités, merci pour la disponibilité. Merci à Guillaume Dinga, merci à Brandon Milalou, merci également à Tonton Ibongo, qui est du côté de la régie finale. Je vous retrouve le lundi, comme j'ai dit. Que Dieu nous garde. Merci. À vous tous. Au revoir.